Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau résultat de théorie des ensembles, qui est un théorème qui est très utile de manière générale pour démontrer des résultats d'existence, typiquement l'existence d'une base pour un espace vectoriel quelconque. On peut le faire avec ce genre de choses. Ce résultat, c'est ce qu'on appelle le lemme de Zorn. Alors le lemme de Zorn, c'est un résultat de théorie des ensembles qui a un statut assez particulier, puisqu'en fait il est dépendant d'un axiome qui est un axiome assez controversé, qui est le fameux axiome du choix. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi l'axiome du choix c'est quelque chose de compliqué, de controversé aujourd'hui. Je vais juste démontrer le lemme de Zorn en utilisant l'axiome du choix et je vous montrerai effectivement à quel endroit on a vraiment besoin d'utiliser l'axiome du choix. En fait, on peut montrer que le lemme de Zorn et l'axiome du choix sont des énoncés qui sont complètement équivalents dans la théorie des ensembles, où on n'accepte pas forcément l'axiome du choix. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais démontrer le lemme de Zorn, en utilisant entre autres l'axiome du choix. Et vous allez voir qu'en fait l'axiome du choix, c'est un truc qui a l'air d'être complètement évident. Ça dit essentiellement que si on a un paquet d'ensembles qui sont non vides, on peut choisir simultanément un élément de chaque ensemble. Donc ça a l'air d'être une évidence absolue. Si on a des ensembles non vides, je peux prendre un élément dans chaque ensemble, je leur donne le nom que je veux, etc. Donc voilà, c'est ce truc-là. On va pas trop rentrer dans les détails de pourquoi c'est si compliqué cet axiome du choix pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est utiliser cet axiome pour démontrer le fameux lemme de Zorn, qui est un truc qui est très utile, comme je l'ai dit, pour démontrer des résultats d'existence. Alors, le lemme de Zorn, c'est une machine à construire des éléments qui vérifient une certaine propriété de maximalité. Donc, dans un cadre, par exemple, d'algèbre linéaire, vous pouvez vous intéresser aux familles libres, et vous voulez une famille libre maximale, ce truc-là, ça va vous faire une base. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en dimension finie pour montrer l'existence d'une base. En dimension infinie, on peut travailler de la même manière, on peut chercher une famille libre maximale, maximale au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que si j'ai une famille libre plus grosse, en fait elles sont égales. Et une famille libre maximale, en fait ça fera une base. Et donc, le lemme de Zorn, il est là pour nous aider à trouver, à montrer l'existence d'une famille libre maximale. Alors, le setup global du lemme de Zorn, c'est donc un ensemble ordonné quelconque. Donc ici, là pour notre exemple, des bases, enfin des familles libres, c'est juste l'ensemble des familles libres munies de l'ordre qui est donné par l'inclusion des familles. On prend donc un ensemble ordonné. Alors il est ordonné, mais peut être partiellement ordonné, c'est-à-dire que deux éléments quelconques dans l'ensemble E, ils sont pas forcément comparables. On a juste une relation d'ordre, c'est-à-dire une relation réflexive, antisymétrique et transitive. Donc un ensemble ordonné, et on demande à cet ensemble ordonné d'être inductif. Alors qu'est-ce que ça veut dire inductif? Alors j'écris la définition juste au-dessus. Inductif, ça veut dire que si je prends une chaîne de E, donc une chaîne, c'est une partie totalement ordonnée, c'est-à-dire que pour n'importe quel élément dans cette partie, ils sont comparables. Si je prends une chaîne de E, alors elle admet un majorant. Elle admet un majorant pas forcément dans la chaîne, mais en tout cas dans E. Donc, si je prends une partie totalement ordonnée d'éléments de E, alors il existe un élément dans E qui majore tous les éléments de cette partie totalement ordonnée. Donc c'est ça ce que ça veut dire inductif, c'est-à-dire qu'en gros, si on a une chaîne croissante d'éléments de E, alors je peux en trouver un encore plus grand que tout cela. Et donc sous ces hypothèses-là, et uniquement ces hypothèses-là, on a l'existence d'un élément maximal. C'est ça que dit le lemme de Zorn. Alors, un élément maximal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un élément qui n'est pas strictement plus petit qu'un autre élément. C'est-à-dire que c'est un élément qui n'a pas d'éléments strictement plus grand que lui. Donc un élément maximal, ce serait un m dans E, tel que pour tout x dans E, on n'est pas x strictement plus grand que m. Cette chose-là n'est pas possible. Il n'y a pas d'élément strictement plus grand que m. Donc voilà ce que dit le lemme de Zorn. Alors, je vais le démontrer en utilisant notamment l'axiome du choix. Donc c'est une preuve qui est assez ardue, qui est assez technique, et il faut vraiment se battre un long moment, enfin en tout cas de mon expérience, il faut se battre un bon moment pour la comprendre. Et après, si on a le temps, je donnerai quelques applications de ce lemme de Zorn. Donc je vais maintenant passer à la preuve de ce lemme. Alors, de ce fameux lemme de Zorn, auquel j'ai donné le nom de théorème, puisque c'est quand même quelque chose de super utile dans beaucoup de domaines. Alors, comment ça fonctionne? Alors déjà, on va supposer tout simplement, on va commencer par supposer par l'absurde que c'est pas vrai. Donc on fixe E, un ensemble ordonné inductif,
Et on suppose, par l'absurde, que E n'a pas d'élément maximal. Ok, donc ça c'est la seule hypothèse qu'on va faire pour l'instant, avec évidemment le fait que E va être inductif. Ok, bon bah utilisons ce que ça veut dire inductif. Ok, E est inductif. Ça dit que pour toute chaîne C incluse dans E, donc chaîne c'est partie totalement ordonnée, pour toute chaîne, il existe un majorant, que je vais appeler, peu importe, on va dire A indice C, hein, ça dépend de C, un majorant de la chaîne C. Ça veut dire que pour tout x dans C, x est inférieur ou égal à AC. Ok, mais en fait je peux faire un peu mieux. Je peux même avoir une inégalité stricte ici, en utilisant le fait que AC n'est pas un élément maximal. AC n'est pas maximal. Et ça provient de cette hypothèse-là. E n'a pas d'élément maximal. Donc, on peut prendre M de C dans E tel que M de C est strictement plus grand que AC. Okay, et donc, dans ce cas-là, pour tout x dans C, on a que x est inférieur ou égal à AC, qui est strictement inférieur ou égal à M de C. Ok, donc finalement, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. Pour toute chaîne C de E, c'est incluse dans E, on dispose de M de C dans E, tel que, pour tout x dans C, x est strictement plus petit que M de C. Et en fait, c'est là qu'on a utilisé l'axiome du choix. C'est ici que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? En fait, vous voyez que les chaînes de E, il y en a, a priori, il y en a énormément. Okay, et on prend simultanément un majorant AC pour chaque chaîne. Et c'est là qu'on utilise l'axiome du choix. On sait que l'ensemble des majorants d'une chaîne est non vide. Okay, si je fixe une chaîne, l'ensemble des majorants de la chaîne est non vide. Ça, c'est juste le fait que E est inductif. Donc on dispose d'un majorant A indice C, mais pour avoir le droit d'en sélectionner une infinité comme ça tous simultanément, on utilise en fait cet axiome du choix. Et donc vous voyez que ça paraît complètement évident qu'on peut faire ça. Mais bon, en fait, effectivement c'est un axiome, hein, et en fait la plupart des choses qui ont l'air évidentes reposent sur des axiomes. L'objectif des axiomes c'est quand même d'avoir l'air évident. Et donc en l'occurrence ici on utilise cet axiome du choix pour choisir un majorant A indice C. Et en fait, on le refait juste après pour choisir M de C strictement plus grand que A de C. Ok. Donc, voilà où utilise l'axiome du choix, et c'est en fait le seul endroit où on va en avoir besoin. Donc, je récapitule. On a construit une fonction M qui prend en argument une chaîne de E, une chaîne incluse dans E, c'est-à-dire un sous-ensemble totalement ordonné, est tel que si C est une chaîne de E, on a que en fait M de C majore strictement toute la chaîne. C'est-à-dire que pour tout x dans la chaîne, x est strictement plus petit que M de C. Voilà le point de départ, et voilà où on utilise l'axiome du choix. Maintenant, l'objectif, ça va être de construire une chaîne très très grosse. Une chaîne suffisamment grosse pour en fait ne pas avoir pour qu'elle n'ait pas de majorant strict et contredire de cette manière cette existence d'un majorant pour chaque chaîne. Donc l'idée ça va être de prendre un peu la chaîne la plus grosse possible. Le problème avec ça, c'est que on peut pas par exemple juste faire l'union de toutes les chaînes. L'union de toutes les chaînes, ça va pas être une chaîne, parce qu'a priori deux chaînes, si je prends un élément dans chacune des chaînes, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient comparables. Donc l'idée, ça va être de construire une chaîne maximale dans un certain sens,
de manière à contredire le fait qu'elle ait un majorant strict et qu'on puisse la prolonger dans une chaîne plus grande, en une chaîne plus grande. Donc cette famille de chaînes qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va appeler les bonnes chaînes. Alors, une chaîne C incluse dans E est dite bonne, ok, donc une bonne chaîne, si et seulement si. Alors là, je vais demander deux choses. La première chose, c'est qu'elle est bien ordonnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire bien ordonnée? Ça veut dire que, donc c'est une hypothèse vraiment technique, okay, qui va nous être utile à un moment dans la preuve, mais qui est, à mon sens, pas vraiment l'hypothèse la plus importante. Donc ça veut dire que pour toute partie qu'on va appeler, peu importe, A de C, si A est non vide, A admet un minimum. Donc ça veut dire un élément dans A qui est inférieur ou égal à tous les autres éléments de A. Okay, donc ça va être bien ordonné, c'est toute partie non vide admet un minimum. Et la deuxième hypothèse qu'on va faire sur les bonnes chaînes, c'est qu'en gros, elle est construite successivement à partir de l'application de l'application M. C'est-à-dire que si je prends un élément dans ma chaîne, je vais construire M de cet élément, je le rajoute dans la chaîne, etc. Okay, et la manière dont on va formaliser ça, ça va être de dire que si X est dans C, on a que X, en fait, c'est M de ce qu'il y a avant. Donc de C strictement inférieur à X, où C strictement inférieur à X, c'est l'ensemble des Y dans C, tel que Y est strictement inférieur à X. Okay, donc ce que ça dit, c'est que vraiment la chaîne C strictement inférieur à X, bon ce truc-là c'est une chaîne, okay, et si je lui applique M, j'obtiens en quelque sorte l'élément suivant dans C. Okay, donc c'est ça les deux hypothèses qu'on va faire sur les bonnes chaînes. Et l'objectif, ça va être de construire une bonne chaîne qui va être maximale. Maximale au sens, il n'y a pas de bonne chaîne plus grosse qu'elle. Et ça va nous donner une contradiction. Ok, alors, on va montrer. Donc le lemme 1, on va dire. Donc le lemme 1 qui dit que il existe une bonne chaîne maximale pour l'inclusion. Et en fait, la manière dont on va construire cette bonne chaîne, ça va être l'union de toutes les bonnes chaînes. Et les bonnes chaînes, en fait, elles vont bien s'intégrer les unes dans les autres. Alors, donc, vous voyez qu'on a énormément restreint la classe des chaînes qui nous intéressent. On regarde juste les bonnes chaînes maintenant. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que si je faisais l'union de deux chaînes, il n'y avait pas de raison a priori pour que ça fasse une chaîne. Mais en fait, dans le cas des bonnes chaînes, ça va marcher. Donc pour démontrer ce lemme 1, on va d'abord en démontrer un lemme 2. Le lemme 2 dit que si C et D sont des bonnes chaînes, alors l'une est un segment initial, je vais dire ce que ça veut dire juste après, de l'autre. Okay, il y en a une des deux qui est segment initial de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire un segment initial? Le mieux pour comprendre ça, c'est de faire un dessin. Imaginons qu'on a la chaîne D comme ça, okay, donc c'est ordonné comme ça vers la droite, et un segment initial de la chaîne D, ça va être un truc comme ça. Okay, donc ça va être, donc ici je vais l'appeler C, ça va être un truc qui contient en gros le début de C. Et comment on formalise ça? Donc définition. On dit que C est un segment initial, alors je vais dire plutôt S, pour éviter d'avoir la même notation ici qu'ici, est un segment initial de, on va dire de E, peu importe, non, E c'est mon ensemble totalement ordonné, c'est pas malin, de R, bon c'est pas glorieux comme notation, si et seulement si. Donc on va dire que S c'est en quelque sorte le début de R, et donc ça ce que ça veut dire c'est que si je prends un élément dans S, et que je prends un élément dans R tel que Y
est strictement plus petit que, enfin, même inférieur ou égal à x. Okay, donc si je prends un élément dans S et que je prends un élément dans R qui est plus petit, bah alors c'est qu'il est aussi dans S. Okay, c'est ça la définition d'un segment initial. Ok, donc maintenant on va démontrer le lemme 2. Avec le lemme 2, on démontrera le lemme 1. Et en utilisant le lemme 1, on pourra conclure la preuve du lemme de Zorn. Donc c'est un peu compliqué hein, comme démonstration, il faut s'accrocher. Donc on va maintenant s'attaquer au lemme 1. Alors, lemme 1, c'est donc si C et D sont des bonnes chaînes, alors il y en a une qui est un segment initial de l'autre. Ok, bon, bah, on va montrer ça. Le lemme 2, excusez-moi. Donc, preuve du lemme 2. Donc, bah, on y va, hein. On fixe C et D des bonnes chaînes. Et on va montrer que l'une est un segment initial de l'autre. On va montrer que l'une est segment initial de l'autre. Ok. Alors, on va considérer l'ensemble des segments initiaux communs aux deux chaînes. Ok. On note sigma, l'ensemble des parties de E, qui sont à la fois un segment initial de C et aussi de D. Alors, juste petite chose dans la définition d'un segment initial, évidemment, ici, ça sous-entend aussi que S est inclus dans R. Donc, S est un segment initial de R si et seulement si on a cette chose-là, et S, c'est quand même une partie de R. Ok, donc sigma, c'est l'ensemble des parties de E, donc qui sont en particulier des parties de C et des parties de D, qui sont un segment initial de C et un segment initial de D. Et l'objectif, ça va être de montrer que on a soit C, soit D qui est là-dedans. Donc on va montrer que C est dans sigma ou que D est dans sigma. Okay, parce que si on a C est dans sigma, on aura en particulier que C est un segment initial de D, c'est ce qu'on veut montrer. Et réciproquement, si D est dans sigma, on aura que D est un segment initial de C, c'est ce qu'on veut montrer. Ok. Alors en fait, le truc sympa avec les segments initiaux, c'est quand on fait l'union d'une famille de segments initiaux, ça reste un segment initial. Okay, donc comment on va faire? On va prendre l'ensemble des segments initiaux communs à C et D, et on va prendre l'union de tous ces segments initiaux-là. Et ce truc-là, ça va rester un segment initial de C et D. Donc ça va nous former un segment initial commun à C et D, qui va être maximal pour l'inclusion. Okay, donc on pose, naturellement, on va l'appeler S pour segment, l'union des segments initiaux communs à C et D. Et on veut montrer que S est un segment initial commun à C et D. C'est-à-dire que c'est un segment initial de C et un segment initial de D. Donc il s'agit de montrer que ce truc-là, ce S, est un segment initial commun à C et D. Et comment on va faire ça? On va vérifier tout simplement. On a que pour tout F dans sigma, on a que F est incluse dans C. Ok, donc l'union de ces F-là est incluse dans C. Donc là, je vérifie que c'est un segment initial à C, de C. Et comme évidemment la situation est symétrique en C et D, ça suffit. Et maintenant, on va montrer que c'est bien un segment initial. Donc, soit X dans S et Y dans C, tel que Y est inférieur ou égal à X. Et on va montrer que Y est en fait dans S. Okay, donc, comment on va faire ça? On utilise le fait que X est dans un F pour un certain F dans sigma. Okay, et donc là, on a que X est dans F, Y dans C plus petit que F. Donc, on a que Y est dans F. Car F est un segment initial de C. Okay, donc finalement, S est bien un segment initial de C. Un segment initial. En fait, c'est même un segment initial des deux, parce que la situation est évidemment symétrique, de C et D. Okay, et maintenant, on va montrer que montrons qu'en fait, S égale C ou D. Okay,
Bon bah, on suppose par l'absurde le contraire. On suppose par l'absurde que S est différent de C et S est différent de D. Alors évidemment, on a que S est inclus dans C et que S est inclus dans D. Hein. Et donc du coup, on a que les parties C privées de S et D privées de S sont des parties non vides de C et D respectivement. Et là, je vais utiliser le fait que C et D sont des bonnes chaînes. Ce sont des bonnes chaînes, donc elles sont bien ordonnées. C'est ici que le caractère bien ordonné est utile. Or, C et D sont bien ordonnés. Ok. On peut donc poser on va dire M indice C, ça va être le minimum. Alors je vais peut-être pas prendre M parce que j'ai déjà utilisé. On va dire P indice C, ça va être le minimum de C privé de S. P indice D, ça va être le minimum de D privé de S. Et maintenant, en fait, on va montrer que P indice C, c'est égal à P indice D. Et donc que si on rajoute P indice C égale P indice D, si on le rajoute dans S, on obtient en fait un segment initial commun à C et D, qui va être strictement plus gros, ce qui contredit sa maximalité. Et c'est comme ça qu'on va conclure par l'absurde. Ok. Alors, donc comment on va faire ça? En fait, on va montrer que P indice C, c'est rien d'autre que le majorant strict de S qu'on avait prévu au départ. Et comment on va faire ça? On va utiliser le fait que C est une bonne chaîne. Alors, le fait que P indice C, ce soit le minimum de C privé de S, et que S soit un segment initial de C, ça vous donne cette chose-là. Par le fait que PC, c'est le minimum de C privé de S, et que S est un segment initial de C, en fait, on obtient que l'ensemble des éléments de C qui sont strictement plus petits que PC, ça c'est égal à S. Alors je vais le démontrer quand même. En effet, si je fixe X dans S, on a que deux choses sont possibles. Soit X est strictement plus petit que PC, et donc dans ce cas-là c'est bon, c'est bien dans C est strictement plus petit que PC. Soit X est supérieur ou égal à PC. Et là j'utilise quand même le fait que C est totalement ordonné, hein, parce que c'est une chaîne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si X est supérieur ou égal à PC? Comme S est segment initial de C, on a que PC est dans S, puisqu'il est plus petit qu'un élément de S. Et ça, c'est absurde. Ok? Donc finalement, il n'y a que ce cas-là qui est possible. Donc, on a une première inclusion, S inclus dans C strictement plus petit que PC. Réciproquement, soit X strictement plus petit que PC dans C. Comme PC, c'est le minimum de C privé de S, ça veut dire que ce truc-là, il peut pas être dans C privé de S. Donc il est dans S. On a que X n'appartient pas à C privé de S, par minimalité de PC, donc X est dans S. Ok, donc on a bien cette égalité-là. Et maintenant, cette égalité-là, on va prendre le M de ce truc-là. Donc M, je vous rappelle que c'était la fonction qui nous donnait un majorant strict d'une chaîne à chaque fois. Donc on a que M de S, c'est égal à M de C strictement plus petit que PC. Et là, on va utiliser le fait que PC est une bonne chaîne. Que C est une bonne chaîne. Et ça, c'était le deuxième axiome des bonnes chaînes. Ça dit que M de C est strictement plus petit que PC. C'est juste PC. Okay, et donc finalement, on a que M de S, c'est PC. C'est ce que je vous avais promis. Et donc, on a automatiquement que PC, je peux faire exactement la même chose avec D. Et donc, on a que PC égale PD égale M de S. Finalement, on a que PC égale P indice D égale M de S. Et ça, c'est super, parce que maintenant, on peut construire un segment initial commun à C et D un peu plus gros. Donc, comment je fais ça? On prend donc S, notre segment initial commun,
initial commun à C et D. Okay. Et on pose naturellement S' qui va être égal à S union cet élément-là, M de S, qui est en fait M union PC, S union PD, hein, parce que ces trois éléments-là sont en fait les mêmes. Ok. Alors, ce truc-là, en fait, S', c'est un segment initial commun à C et D. Bah oui, bah alors montre-le pour C par exemple, et pour le montrer pour C, on va dire que c'est cette chose-là. Ok. Donc montrons-le pour C. Bah pour C, on avait montré que C strictement inférieur à PC, ça c'est la même chose que S. Ça c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure. Et donc si je rajoute PC à tout ça, bah on a que S union PC, c'est l'ensemble des éléments qui sont strictement inférieurs à PC et PC. Okay. Et ça, bah, comme de toute façon on est dans un ensemble totalement ordonné, hein, parce que c'est une chaîne, bah, ça c'est l'ensemble des éléments qui sont inférieurs ou égaux à PC. Et ça, bah, c'est évidemment un segment initial de C. Pourquoi c'est un segment initial de C? Bah, c'est évidemment inclus dans C. Hein. C'est l'ensemble des éléments de C qui sont inférieurs ou égaux à PC. Et si je prends un élément là-dedans, c'est un élément qui est plus petit que PC, au sens large. Et si je prends un élément encore plus petit qu'un élément plus petit que PC, bah, il est évidemment plus petit que PC aussi, c'est juste la transitivité. Okay. Donc finalement, S est un segment initial de C, et en fait aussi de D, hein, parce que là ce que j'ai fait pour C, on peut le faire pour D. Donc, alors ça c'est S', pardon. C'est S'. Donc finalement, S', il est dans l'ensemble sigma des segments initiaux de C et D, et on a vu que S, on l'avait défini comme l'union des segments initiaux de C et D. Okay. Donc finalement, on a que S' doit être inclus dans S, c'est-à-dire que PC égale PD égale M de S, cet élément-là, est inclus dans S. Donc là, on obtient une contradiction en obtenant que le majorant strict de S est dans S. Et ça, c'est absurde, hein, parce que je vous rappelle que si je prends une chaîne, okay, un majorant strict de cette chaîne, bah, ça ne va pas être dans cette chaîne. Okay. Et évidemment, M de S, on l'avait défini au début comme étant un majorant strict de la chaîne. Et donc ça termine la preuve du lemme 1. Ça termine la preuve du lemme 1 par l'absurde. Pardon, du lemme 2, attention, oui, parce que je les ai fait dans l'autre sens. Donc ce que dit le lemme 2, c'est que deux bonnes chaînes, donc bonnes au sens totalement, au sens bien ordonné, et la condition sur les M qu'on avait donné au début. Deux bonnes chaînes C et D étant données, okay, si je prends deux bonnes chaînes quelconques, l'une est segment initial de l'autre. Ok, et ça sent super bon pour nous, parce qu'avec ça, on pourra démontrer le lemme 1. Ok, donc je récapitule, on a finalement prouvé notre lemme 2, qui dit que si je prends deux bonnes chaînes, qu'on appelle C et D, alors il y en a forcément une des deux qui est un segment initial de l'autre. Donc ça c'est super, parce que ça nous dit qu'en fait, nos chaînes sont totalement ordonnées, par inclusion si vous voulez. Il y en a toujours une qui est une extension de l'autre, au sens de la deuxième est segment initial de la première. Ce lemme 2, il va nous permettre de prouver le lemme 1, qui dit qu'il existe une bonne chaîne qui est maximale pour l'inclusion. C'est-à-dire qu'il existe une bonne chaîne qui est en fait plus grosse que toutes les autres, c'est-à-dire telle que toutes les autres sont en fait ses segments initiaux. Comment on va faire ça? On va juste brutalement faire l'union de toutes les bonnes chaînes. Okay, donc on note, on va dire M ronde, l'ensemble des bonnes chaînes, les bonnes chaînes de E1. Donc M ronde, c'est juste un ensemble de parties de E. Et M, c'est l'union des bonnes chaînes, tout simplement. Et on va montrer que M est une bonne chaîne. Donc
montrant que M est une bonne chaîne. Alors, la première chose, déjà, ce serait quand même de montrer que c'est bien une chaîne. Et en fait, le fait que c'est bien une chaîne, bah, c'est parce que si je prends deux chaînes, l'une va être segment initial de l'autre. Ok? Donc, montrons que M est une chaîne. Donc, être une chaîne, ça veut dire être totalement ordonné. Ok? Donc, soit X, Y dans M, ok? On a C et D des bonnes chaînes, telles que X est dans C et Y est dans D. Okay, mais donc le truc, c'est que maintenant, il y a une des deux chaînes qui est segment initial de l'autre. C est segment initial de D, par exemple. Donc là, sans perdre de généralité. Hein. Ok, ça pourrait être l'inverse. Bon, moi, je prends dans ce sens-là. Sans perdre de généralité. Donc, dans ce cas-là, on a que en fait, les deux sont dans D. Donc, comme D est une chaîne, X et Y sont comparables. Ok. Donc ça c'est super, ça veut dire que si je prends deux éléments dans M, ils sont comparables. Il y en a un qui est plus petit que l'autre ou un qui est ou l'autre qui est plus petit que l'un. Et donc c'est-à-dire que M est totalement ordonné. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça nous dit déjà que M est une chaîne. Maintenant on aimerait bien que ce soit une bonne chaîne. Ok. Bon il y a deux choses à vérifier. Montrer qu'elle est bien ordonnée, c'est-à-dire qu'une partie non vide admet un minimum, et montrer l'autre truc sur les M. Ok. On va commencer par montrer que M est bien ordonné. Ok. Bon soit A, une partie de M non vide. Ok. Et on veut montrer qu'elle admet un minimum. Donc, si je dessine un petit peu, on a M comme ça. Donc M c'est une espèce d'ordre comme ça, infiniment, enfin qui s'étend potentiellement infiniment d'un côté. Et notre partie A, ça peut être un peu n'importe quoi. Il peut y avoir des bouts un peu partout. Voilà. Donc ça va être la partie A. Ok. Et on aimerait bien montrer qu'elle admet un minimum. Donc le minimum, il devrait être là. Ok. Mais comment je vais faire pour faire ça? Eh je sais que A est non vide. Donc déjà, utilisons ça. Donc il existe un X, ici par exemple, dans A. Ok. Il existe X dans A. Ok. X, en fait, il est dans M, donc en fait, il appartient à une chaîne C. Ok. X appartient à C, où C est une bonne chaîne. Donc C appartient à M ronde. Je vais dessiner C ici. Ok. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, on peut prendre le minimum de A inter C, puisque C est bien ordonné. Ok. Donc, on a que A inter C est non vide, okay, parce que ça contient X. Donc, on va fixer A, le minimum de A inter C. Et on va montrer qu'en fait, ce truc-là, c'est le minimum de tout A. Et en soi, c'est pas du tout délirant. Hein. Si vous voyez le dessin, le minimum de A inter C, ça va être ce truc-là. Et là, j'utilise quand même le fait que les bonnes chaînes, ça a l'air d'être les débuts de quelque chose. Okay. Donc, notre A, il va être là. Il faut montrer qu'effectivement, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'autres éléments en dessous. Okay. Alors, faisons ça. Donc, on veut montrer que A égale minimum de tout grand A. Alors comment on fait ça? Supposons par l'absurde qu'il y a un élément plus petit. De toute façon, on vient de voir que M était totalement ordonné, hein. Donc la seule chose qui puisse se passer pour que A ne soit pas le minimum de A, c'est qu'on ait un élément strictement plus petit. Donc, supposons qu'il existe B dans grand A, tel que B est strictement plus petit que A. Ok. Bon on a B dans grand M, donc B appartient à D, où D est une bonne chaîne. Ok. Et maintenant, on sait que A est dans C, B est dans D, et il y a une des deux chaînes, A ou D, qui est un segment initial de l'autre. Alors, C est un segment initial de D, ou l'inverse. On va traiter les deux cas, on va voir ce qui se passe.
Ok. Dans un premier temps, supposons que C est un segment initial de D. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc si je dessine un petit peu, on a notre C comme ça, ok, notre D comme ça, et on a notre partie A qui peut ressembler un peu à n'importe quoi. Okay, ici, on a le minimum de A inter C, et on devrait avoir un B encore plus petit ici. Qu'est-ce qui va se passer? On a que A est dans C, ok, et B est strictement plus petit que A. Donc, B est dans C. Et là, j'utilise le fait que C est un segment initial de D. Ok? Donc, finalement, B est strictement plus petit que A, B est dans C inter A, et ça c'est absurde, car A c'est le minimum de C inter A. Ok. Donc cette condition-là, elle mène, enfin cette supposition-là, elle mène une contradiction. Il y a l'autre possibilité. Donc dans ce cas-là, supposons que D est un segment initial de C. Dans ce cas-là, on a que D est inclus dans C, donc on a directement que B appartient à C inter A, puisqu'il est dans A, par hypothèse. B est dans A. Et encore une fois, c'est absurde, car B est strictement plus petit que A, et A, en fait, c'est le minimum de C inter A. Et donc, dans tous les cas, on obtient une absurdité. Donc, on a montré que A, en fait, c'est le minimum de grand A, et finalement, M est bien ordonné. Ok, on commence à voir le bout doucement. Il reste une petite chose à vérifier. On a montré que N, c'était une chaîne. On a montré qu'elle était bien ordonnée. Et il reste à vérifier la dernière condition. Donc, pour montrer que M est une bonne chaîne, reste à vérifier que pour tout X dans M, X en fait c'est M, donc petit m, donc je rappelle le majorant strict de M strictement inférieur à X. Donc M strictement inférieur à X, c'est des éléments qui sont strictement plus petits que X dans la chaîne M, et petit m de ça, c'est le majorant strict qu'on avait choisi au début. Ok, bon faisons ça. Alors, comment on va faire ça? À nouveau, on utilise le fait que X est dans M. Donc on peut prendre C, une bonne chaîne, telle que X est dans C. Alors, comme C est une bonne chaîne, on a que X, c'est égal à M de C strictement plus petit que X. Mais maintenant, ce que j'affirme, c'est que C strictement plus petit que X, c'est égal à M strictement plus petit que X. Pourquoi c'est vrai ça? Si vous prenez un élément de C qui est strictement plus petit que X, en particulier, c'est évidemment un élément de M qui est strictement plus petit que X. Donc cette conclusion-là, elle est triviale. En revanche, si je prends Y dans M strictement plus petit que X, alors, en fait, on va montrer qu'il est en fait dans C. Montrons qu'il est dans C. Donc, on fixe D tel que Y est dans D, et D c'est une bonne chaîne. Et là, encore une fois, C et D, elles sont comparables, donc deux cas sont possibles. Deux cas sont possibles. D, segment initial de C, ça implique que D est inclus dans C, donc Y appartient à C, donc Y appartient à C strictement plus petit que X, ça c'est bon. Et c'est l'autre cas qui est un peu différent, c'est segment initial de D. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a que Y, il est dans M strictement inférieur à X, donc en particulier dans D strictement inférieur à X. Donc finalement, Y est dans D,
y est strictement inférieur à x, donc comme x est dans C et C est un segment initial, on a automatiquement, du coup, grâce à ces choses-là, et le fait que x est dans C et que C est un segment initial, on a que y est dans C aussi. Donc, y est dans C strictement plus petit que x. Et donc ça nous montre cette deuxième inclusion. Ok, donc on a cette chose-là. X est égal à m de C strictement inférieur à x. Ça, c'est juste le fait que C est une bonne chaîne. Et maintenant, en utilisant cette égalité-là, on obtient que ça, c'est m de m strictement inférieur à x. Et là, c'est terminé. Donc, finalement, m est une bonne chaîne. Et ça va terminer la preuve du lemme. Parce que, évidemment, on a que m, c'est l'union des bonnes chaînes. Ok. Donc, si vous prenez une bonne chaîne, elle est évidemment incluse dans M. Ok. En revanche, de la même manière, on a que M est une bonne chaîne. Donc finalement, M, bah, c'est juste la plus grosse des bonnes chaînes. Donc on a prouvé le lemme 1. M est une bonne chaîne maximale pour l'inclusion. Donc on a enfin prouvé ce lemme 1, il existe une bonne chaîne qui est maximale pour l'inclusion, et c'est de cette bonne chaîne qu'on va tirer une contradiction qui va nous permettre de conclure la preuve. Parce que je vous rappelle qu'on a supposé par l'absurde tout au début que notre ensemble n'avait pas d'éléments maximaux, n'avait aucun élément maximal, et on va déduire de ça une contradiction. Alors, le truc c'est qu'on sait que M de grand M est un majorant strict de grand M. Ce que ça dit, c'est que pour tout x dans M, x est strictement inférieur à M de grand M. Okay, donc naturellement, on va considérer M' qui va être égal à M union cet élément-là, M de grand M. Et ce truc-là, on va montrer qu'en fait, c'est une bonne chaîne qui est strictement plus grande que grand M pour l'inclusion. Alors, on a clairement que M est incluse dans M', hein, et en fait l'inclusion est stricte, car M de grand M n'est pas dans M. M de grand M n'est pas dans grand M, parce que c'est un majorant strict. Okay, donc en particulier, si jamais on avait M de grand M dans grand M, on aurait M de grand M strictement plus petit que M de grand M, ce qui est évidemment pas vrai. Donc, on a une inclusion stricte. Okay, donc pour conclure, pour obtenir une contradiction, il suffit de montrer quoi ? Il suffit de montrer que M' est une bonne chaîne. Que M' est une bonne chaîne, oui, parce que on sait que grand M, c'est une bonne chaîne qui est maximale pour l'inclusion, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne chaîne strictement plus grande. Et là, on aura construit une bonne chaîne strictement plus grande. Donc on va montrer que M' est une bonne chaîne. Ok, comment on fait ça ? Déjà, M' est une chaîne. Oui, si je prends x, y dans M', alors si x, y sont tous les deux dans M, on a que x et y sont comparables. Ils sont comparables, pourquoi ils sont comparables ? Parce que grand M c'est une chaîne, ok ? Et si x appartient pas à grand M par exemple, on a alors automatiquement que x c'est M de grand M, donc y est strictement plus petit que x. Okay, donc dans les deux cas, évidemment pareil dans le cas où y est dans grand M et pas dans grand M. Donc dans tous les cas, x et y sont comparables, donc M', c'est bien une chaîne. Okay, on montrait qu'elle est bonne, donc c'est-à-dire que elle est bien ordonnée, et puis la condition sur les petits m. Alors, montrons qu'elle est bien ordonnée. Montrons que M' est bien ordonnée. Comment on fait ça ? Soit A, une partie de M' non vide. Si A inter M est non vide, on prend
petit a le minimum de ce truc-là. Le minimum existe, hein, parce que cette chose-là, c'est une partie non vide de grand M, et grand M, c'est un ensemble bien ordonné. Et dans ce cas-là, évidemment, on a que A, c'est le minimum de grand A, puisque il est plus petit que tous les éléments de A inter M, et il est plus petit que M de grand M, qui est le seul élément qui pourrait être ajouté à A inter M pour former tout A. Donc ça, c'est clair. Ok, donc c'est bien ordonné. Je l'écris formellement ici. On a que A, c'est le minimum de grand A, car si X est dans grand A, alors, deux possibilités. Si X est dans M, alors A est inférieur ou égal à X, parce que dans ce cas-là, on n'aura que X est dans A inter M, et donc là, c'est juste la définition du minimum. Et si X est pas dans M, alors X, c'est égal à M de grand M, donc il est plus grand qu'un élément quelconque de M, et donc A, puisque A est dans grand M. Donc on a bien que M' est bien ordonné, il reste une petite chose à vérifier, soit X dans M', on veut montrer, donc pour conclure que c'est bien une bonne chaîne, on veut montrer que X, c'est le M de M' strictement inférieur à X. Alors deux cas sont possibles. Premier cas, si X est dans grand M, on a que X c'est le petit m de grand M strictement inférieur à X, et en fait grand M strictement inférieur à X c'est grand M' strictement inférieur à X. On a évidemment une inclusion dans ce sens-là qui est claire, et la réciproque est claire aussi, parce que si vous prenez un élément de M' qui est strictement plus petit que X, alors ça peut pas être M de grand M, puisque M de grand M il est maximal dans grand M', donc il n'est pas strictement plus petit qu'un élément X quelconque. Si vous prenez un élément de cet objet-là, ça va pas être M de grand M, et donc en fait, il va être dans M, et donc il va bien être là-dedans. Okay, et l'autre cas, c'est si X est égal à M de grand M, dans ce cas-là, on a que M de grand M, c'est M de grand M, et en fait, grand M, c'est M' des éléments strictement plus petits que M de grand M. Oui, c'est clair, parce que si vous prenez un élément de M, il va être évidemment strictement plus petit que M de grand M. Ok, ça c'est juste le fait que M de grand M c'est un majorant strict. Et réciproquement, si vous prenez un élément là-dedans, un élément de M' qui est strictement plus petit que M de grand M, c'est en particulier différent de M de grand M, et donc il est bien dans M. Ok, et donc on arrive bien à la fin de la preuve, puisqu'on a montré que grand M' est une bonne chaîne. Donc, grand M' est une bonne chaîne strictement plus grande que M. Et ça, c'est absurde, car par le lemme 1, grand M est une bonne chaîne maximale pour l'inclusion. Et ça termine la preuve du lemme de Zorn. Donc voilà, voilà ce qu'il en est de ce lemme de Zorn. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une preuve qui est très compliquée, qui est pas forcément très transparente. Il faut pas mal se battre pour la comprendre. Ça peut être une très bonne chose d'essayer de la refaire de votre côté sans trop regarder la vidéo si vous pouvez. C'est une preuve qui, à mon sens, qui est bon de connaître, parce que le lemme de Zorn, c'est quand même un truc qu'on utilise beaucoup, un peu comme une boîte noire, sans vraiment savoir comment ça marche. Et en fait, dans la pratique, vous voyez, rien qu'à la preuve, vous constatez assez facilement que c'est effectivement une boîte noire. La preuve est pas super claire, je trouve. Elle est pas forcément hyper intuitive. Mais en fait, ce lemme de Zorn, c'est un truc super puissant. Donc, petite chose que vous pouvez faire pour vous convaincre de son utilité, c'est cet exercice-là. Donc, c'est le truc dont j'ai parlé en début de vidéo. Donc, soit V, un espace vectoriel. Un espace vectoriel quelconque, hein. Donc de dimension quelconque en particulier, hein, c'est ça qui est important. Alors, il existe une famille de V
libre et génératrice, c'est-à-dire une base. Et comment vous faites ça? Vous utilisez le lemme de Zorn, évidemment. Il faut appliquer le lemme de Zorn à l'ensemble des familles libres de V, et l'ensemble des familles libres, vous leur donnez par inclusion des familles. Voilà pour le lemme de Zorn. Donc ça fait une vidéo un peu longue, j'en ai conscience, enfin même très longue je pense. Peut-être que je la couperai en morceaux, je sais pas. Et donc voilà pour le lemme de Zorn. Donc je pense continuer un peu à l'avenir les vidéos sur les théorèmes un peu importants de la théorie des ensembles. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'on peut voir, notamment les théorèmes de Cantor-Bernstein et ce genre de choses. Donc dites-moi si ça vous a plu. J'ai conscience que c'est une preuve vraiment compliquée, mais je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie et qui peut être très bon de savoir refaire. Parce que, comme je l'ai dit, le lemme de Zorn, c'est un truc qu'on utilise assez régulièrement, mais un peu trop comme une boîte noire à mon avis. Donc c'est bien de savoir en gros d'où ça vient, avant de passer sa vie à l'utiliser comme un marteau pilon pour plein de problèmes d'existence comme ça, où vous voyez exhiber une base d'un espace vectoriel quelconque, a priori, c'est pas gagné. On voit pas trop comment on pourrait faire. Et en fait, la manière dont on construit une base, c'est une manière qui est paradoxalement pas du tout constructive, puisque vous pouvez, avec le lemme de Zorn, vous pouvez montrer qu'il existe une base, mais de là à en construire une explicitement, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.